la délibération 29.1. Sur 29.1, donc vous avez été destinataire du rapport. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Oui, Monsieur Elarche. Oui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, je n'ai pas l'habitude d'intervenir sur la question de l'handicap, mais quand j'ai vu le rapport, il est d'une beauté extraordinaire qui m'a donné envie de le lire. Et donc je me suis dit, je vais le lire et je vais essayer d'intervenir là-dessus. Alors dans ce rapport, il y a bien évidemment des points très positifs à souligner, à savoir le guide handicap et les réunions régulières des groupes de travail de la ville et de la métropole. Merci. Notons aussi que la ville avait fait de gros efforts pour l'accompagnement des enfants en situation de handicap sur le temps de loisirs et de la scolarité. Mais sur ce point-là, et vu la baisse du taux d'encadrement dont on a parlé aujourd'hui, je pense que l'impact va être très négatif sur l'ensemble des enfants et plus particulièrement sur les enfants en situation de handicap. Nous saluons aussi l'engagement croissant des agents, même si nous notons que leur formation reste quand même très limitée. Concernant l'approche elle-même de la question de l'handicap, nous invitons la mairie de Toulouse et la métropole à se conformer aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, qui rappelle un certain nombre d'obligations et qui souligne aussi que la France est très en retard dans ce domaine. Dans son considérant 9, l'ONU, je cite, le comité s'inquiète des questions suivantes. 1. Les dispositions de la loi de 2005 et du Code d'action sociale de la famille confondant les associations de prestataires de services, c'est un point que je trouve intéressant, et de gestionnaires avec des organisations de personnes handicapées, ce qui entraîne des conflits d'intérêts dans la prestation des services et des obstacles au passage effectif des soins médicaux institutionnels à la vie autonome dans la communauté. Alors ce point est important parce qu'on l'avait dit ce matin dans la question de la participation des habitants, il faut démocratiquement, à mon point de vue, que chacun joue son rôle. Ce n'est pas une question d'exclure les associations de prestations, mais il faut qu'elles jouent leur rôle d'organisme prestataire et que les personnes intéressées, les actrices et les acteurs qui sont concernés par ces problématiques soient représentés. Deuxième point, c'est la participation limitée des personnes handicapées par l'intermédiaire, ce que je disais, de leur organisation représentative aux consultations sur la législation et les politiques publiques, y compris celles menées par le Conseil consultatif national des personnes handicapées et les comités municipaux et intermunicipaux sur l'accessibilité. Pourtant, le rapport parle des associations représentant les personnes en situation de handicap et pour tous les types de handicap. Nous trouvons malheureusement dans la liste une majorité d'organisations gestionnaires qui ont présenté et qui sont représentées comme des représentants des personnes handicapées, alors qu'ils ne le sont pas réellement. Un peu comme si le MEDEF nous dira aujourd'hui qu'il représente le monde ouvrier. Donc il ne s'agit pas, bien entendu, d'empêcher ces organisations et les professionnels de donner leur avis. Il s'agit juste que chacun s'exprime à sa place et non au nom des personnes directement concernées. En matière d'accessibilité, le bilan est inquiétant quand même. Il faut rappeler que la ville s'est engagée en 2005 à mettre en accessibilité l'ensemble de ses établissements avant 2015. Et là, on constate un vrai retard par rapport à cette question. Il reste 4 ans sur les 10 ans de délai qu'avait obtenu la mairie de Toulouse à cause d'une loi scélérate. C'est à peine plus du tiers qui est accessible aujourd'hui pour la métropole et moins de la moitié pour la ville. La mairie de Toulouse et la métropole sont donc bien en retard. Nous regrettons donc que l'information donnée aux Toulousaines et aux Toulousains soit totalement insuffisante et que n'apparaisse pas précisément l'enveloppe financière réellement utilisée à ce jour, ni les montants inscrits dans la PPI pour respecter l'engagement pris à l'échéance au plus tard. Et nous ne parlerons pas des bâtiments pour lesquels la ville et la métropole produisent des attestations d'accessibilité qui se révèlent dangereux et non conformes.
Le rapport évoque le travail de recensement du logement accessible initié par la ville et la métropole en 2018, avec un engagement pris de recenser 10 000 logements en 2 ans. Cet engagement n'aura pas été respecté qu'à 32% selon la mairie. Il ne s'agit pourtant pas de 30% de l'ensemble des logements du parc social au privé, mais d'une toute petite part du logement social de seulement 4 communes sur 37 à l'échelle de la métropole. Il est vrai que sur les 10 agents recenseurs recrutés initialement par la mairie, un certain nombre sont partis et n'ont pas été remplacés. Il est important de rappeler que l'obligation de recensement du logement accessible est issue de la loi du 11 février 2005 et qu'il a fallu que les associations du collectif interassociatif Handicap 31 montent au créneau pour que l'opération soit lancée. Les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite qui font partie des populations qui attendent le plus longtemps un logement accessible sans réponse, selon la conférence intercommunale du logement et de la métropole. Et plutôt que de poursuivre et de rattraper le retard, la mairie et la métropole ont décidé de se limiter à recenser l'extérieur des bâtiments et non pas l'ensemble des logements, et de confier la mission aux agents des bailleurs, alors que même le rapport d'urbanisme de 2012 a démontré que les bailleurs n'ont pas les compétences en interne pour réaliser ce travail, et cela donne du surcroît des résultats qui ne sont pas du tout homogènes. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur ce point-là? Je donne la parole à Christophe Alves. J'ai lu sur le truc. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, je ne vais pas répondre à tous les points parce que j'avoue que beaucoup d'interventions confondent à la fois l'action qui est celle de la commission communale, celle qui est réglementaire sur le plan national, parce que j'ai entendu parler du code de l'action sociale et des familles, d'un certain nombre de sujets qui sont hors compétence de la commission communale d'accessibilité pour tous. Je regrette que vous ne soyez pas assez informés de quelles sont les compétences de cette commission communale d'accessibilité pour tous, et je vous invite, si vous le souhaitez quand même, à me relayer vos différentes interventions, vos questionnements, et je n'hésiterai pas, avec certains collègues parlementaires, avec d'autres institutionnels, à répondre aux différents points que vous avez évoqués. Concernant la commission communale d'accessibilité pour tous, sur sa composition, vous critiquez la présence d'un certain nombre d'institutionnels. Ce sont les textes. C'est le maire qui fixe la règle concernant la composition de la commission communale d'accessibilité pour tous, qui tient compte bien sûr des associations. Alors vous regrettez l'absence d'un certain nombre d'associations, vous pensez que d'autres n'ont pas leur utilité. En tout cas, moi, j'ai jamais refusé qu'une association candidate, et donc si vous avez des alertes à ce sujet, je suis preneur. Quant à la présence du MEDEF, de la Chambre des métiers, du Club des troisième âges, c'est simplement la loi, et c'est le maire qui fixe la composition de cette commission communale d'accessibilité pour tous, qui est présentée aux associations et validée en groupe de travail. Je regrette un petit peu l'analyse qui est la vôtre concernant ce rapport, parce que vous n'avez pas lu en détail, je pense, tout le travail qui est fait. Vous dénoncez le peu de formation des agents de la collectivité de Toulouse ou de la métropole. Vous avez l'impression de dire que la seule chose qu'on ait bien faite, c'est le guide du handicap, mais vous oubliez, quand vous parlez de l'agenda de l'accessibilité, de dire que nos engagements sont tenus. Je vous rappelle qu'on n'est plus à 2015, mais on est sur une période qui va jusqu'à 2025, et qu'aujourd'hui, 93% de nos engagements sont tenus, et je peux vous assurer que l'ensemble des ERP de la ville et de la métropole seront bien rendus accessibles à la fin de la période légale 2025. Maintenant, moi, je suis preneur de toutes vos remarques. Je regrette qu'on n'ait pas pu échanger la dernière commission des solidarités à laquelle vous siégez sur ces questions-là. Ça m'aurait permis de vous apporter des réponses plus détaillées, mais je reste à votre disposition pour en discuter. Je vous remercie. Merci. Sur cette présentation, je ne crois pas qu'il y ait un vote. Je demande à Christophe Alves
C'est juste une prise d'acte, hein, on est bien d'accord. Sur la deuxième délibération de ce chapitre, je n'ai pas de remarques particulières. Donc je propose de voter la délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, elle est adoptée à l'unanimité. Sur la troisième délibération, j'ai une demande de vote disjoint. Donc je mets aux voix. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. Sur les deux autres délibérations, c'est-à-dire 4 et 5, toujours dans ce chapitre 29, je n'ai pas de remarques particulières qui m'aient été signalées. Donc je vous propose un vote conjoint. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.